Hello à toutes et tous et bienvenue dans W, l'épisode 10 de votre podcast Curieux sur la WNBA. Dans cet épisode, on va faire un petit point sur le Phoenix Mercury. Il faut qu'on parle de cette équipe un petit peu plus profondément. C'est une des 4 équipes que je suis le plus en ce moment. Et il y a une joueuse en particulier dont il faut qu'on débriefe un peu le début de saison, simplement parce qu'on l'aura aussi en interview en deuxième partie de podcast, ce qui entre nous est un truc absolument incroyable. Mais bon, passons. Et du coup, il faut qu'on parle de cette équipe et de Monique Akua-Makani, la guard du Mercury, parce qu'il y a des choses très très intéressantes qui se passent dans cette équipe. Alors, côté Mercury, on va la situer un peu cette équipe et cette franchise dans la ligue. C'est le deuxième bilan aujourd'hui en WNBA, juste derrière les Lynx et devant le Liberty et le Dream. C'est un deuxième bilan qui s'appuie d'abord sur une défense très solide, disruptive, puisque c'est la première équipe à provoquer des steals, donc des interceptions en WNBA. Et de l'autre côté du terrain, c'est une équipe qui construit son attaque autour de beaucoup de jeux off-ball. Donc vous avez beaucoup d'écrans entre petites, des écrans pour les petites, sur les grandes, des pick and roll inversés. Vous avez tout ce jeu très moderne qui libère beaucoup d'espace, qui crée beaucoup d'espace et qui surtout crée beaucoup de chaos dans les défenses adverses. Et de fait, vous vous retrouvez avec pas mal de shoots ouverts, mais ces shoots, il faut les convertir. Et c'est là que le Mercury arrive à faire son beurre, c'est que vraiment, il y a une adresse, et notamment à 3 points. C'est la meilleure équipe à 3 points cette saison pour l'instant. Et clairement, ça se voit. Les 3 points sont de qualité. La confiance est au rendez-vous chez les shooteuses. Et on a ce 5, donc, composé de Satou Sabali. Et on a ce 5, donc, composé de Satou Sabali au poste 5, d'Alyssa Thomas et Westbeld sur les postes de forward, et de Whitcomb et d'Akua-Makani sur les postes de guards, qui est très, très, très bien équilibré. En sortie de banc, on a des joueuses comme elle qui font super bien le job. Et en réalité, on a vraiment un roster équilibré où tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle et surtout où il y a vraiment une énergie commune à la fois autour de la défense, ça communique très bien, on voit des stunts, on voit des switches qui sont très très bien organisés, ça pré-switch même, donc ça veut dire que à chaque déplacement de l'équipe adverse, la défense du Mercury arrive à s'adapter et trouve un moyen de provoquer des shoots difficiles en face. Et donc cette défense s'organise autour de cette pression sur les porteuses de balles. Ça rend le travail en face des attaques très compliqué. On l'a vu notamment et particulièrement, je trouve, dans les 2 victoires face au Liberty. Le Liberty qui souffre beaucoup face au Mercury cette saison. Et honnêtement, à l'intérieur de ce système, vous avez une joueuse franco-camerounaise, internationale camerounaise, rookie en WNBA, mais qui n'est pas au début de sa carrière, puisqu'elle a 24 ans et elle a déjà connu l'ALNB et la Ligue 2 française. Et clairement, Monique Akua-Makani, aujourd'hui, s'épanouit dans le 5 majeur en tant que starter sur le poste 1-2 de cette équipe. Et c'est juste trop cool à voir, parce qu'on a une joueuse qui agit et qui se bouge en pleine confiance sur le terrain, très bien encadrée par Satou Sabali et surtout Alyssa Thomas, qui est clairement l'orchestratrice en défense et en attaque du jeu du Mercury. Mais c'est vraiment trop cool. Donc, on va se faire une petite palette tactique ensemble pour discuter de tout ça, parce que finalement, il y a des joueuses comme ça, vous les regardez jouer, c'est leur première saison dans la ligue, mais la confiance qu'elles témoignent, la qualité du jeu qu'elles proposent et la propreté du résultat, vous êtes obligé de vous arrêter 5 minutes et de regarder un petit peu plus les images pour voir ce qui se passe. Et c'est parti, on va y aller. On va commencer d'ailleurs sur l'apport défensif, qui sont principalement des interceptions, parce que Monique est plutôt correcte sur la navigation d'écran, plutôt également assidue et sur la pression, au moins sur les 2 tiers du terrain que propose le Mercury. Donc on a une pression rapide dans les possessions sur les porteuses de balles. Parfois, c'est Monique qui s'occupe de cette tâche-là. Et ensuite, on l'a généralement positionné sur le deuxième danger extérieur de l'équipe adverse. Et c'est Westbeld qui s'occupe généralement du point d'attaque, parce que élite en défense et clairement un gabarit qui est capable de marquer quasiment tous les postes sur le terrain, peut-être pas le poste 5, mais en tout cas du poste 1 au 4 sans aucun problème. Donc, Monique est aussi capable de suivre les drives. Elle a quand même relativement de la puissance et de très bons appuis, donc elle peut suivre les drives et empêcher, notamment il y a des images sur Natasha Cloud qui sont vraiment assez impressionnantes, quoi. Elle suit les drives, elle se laisse pas faire, elle repousse l'adversaire, elle se laisse pas rentrer dedans et elle ne concède pas la ligne de drive et l'accès au cercle. Donc c'est très très intéressant pour le Mercury d'avoir une joueuse dont l'apport principal est quand même l'apport offensif, mais qui ne soit pas pour autant déséquilibré en défense et qui ne déséquilibre pas le collectif défensif du Mercury. Donc on va attaquer cette palette tactique avec du coup Monique qui est, vous le voyez,
juste ici, elle va suivre sa joueuse et elle va comprendre que la passe va arriver et donc elle va en réalité communiquer. On va remettre ça rapidement. Elle va très rapidement communiquer avec ici, je pense que c'est Satou Sabali, ou Westbelt, mais je crois que c'est Satou Sabali, qui est situé donc ici en roaming et qui laisse la joueuse de Washington à l'extérieur. Et on a en fait juste simplement de la confiance défensive qui va s'installer. Donc Monique est ici, elle va venir là et ici, elle comprend très bien que en fait, je pense que c'est Satou, ouais. Vous avez Satou qui est ici, qui peut couvrir tout en faisant le close-out de l'autre côté. De toute manière, le jeu est orienté de ce côté-là du terrain, donc la passe est quand même difficile de l'autre côté. Ça va très bien communiquer et du coup, Monique peut prendre le bargain, donc le pari, de venir couper la ligne de passe ici pour une interception facile. Et en fait, le travail de Monique ici, le travail de Monique sur cette action, c'est typiquement le travail qui est demandé au role-player en défense du côté du Mercury. C'est-à-dire que vous avez une organisation défensive qui est vraiment communiquée par Alyssa Thomas, par Satou Sabali et par Westbelt, qui sont vraiment les trois ancres défensives et particulièrement Alyssa Thomas de cette défense. Mais vous avez les role-players qui sont très importantes parce que si elles écoutent ce qui est dit et si elles écoutent les consignes sur le terrain et si elles appliquent ce que Nate Tibbetts, coach du Mercury, essaie d'appliquer sur la défense, eh bien ça fonctionne. Et là, vous avez tout le pouvoir de disruption qui ne repose non pas sur une joueuse, mais qui repose sur un système de confiance et de communication. Et c'est ce qui est très important et que vous ne retrouvez pas, par exemple, dans des équipes où il y a quand même des joueuses qui sont très fortes en défense, mais où ça communique peu et donc ça ne se passe pas. Coco Dijonnet-Carrington du côté des Wings. Là, vous avez une équipe qui communique très bien sur sa défense et vous avez Monique qui, clairement, a l'opportunité d'avoir une steal et ça marche très bien, quoi. Et derrière, contre-attaque, etc., etc. Voilà. Remise en touche, on est encore du côté de Washington. Vous avez une pression tout terrain, interception de Monique, et ça repart Alyssa Thomas. Donc, encore une fois, là, on ne va pas remettre l'action, il n'y a pas besoin, mais vous avez vu qu'il y a immédiatement les pressions tout terrain qui sont faites du côté du Mercury. Soit on a ces pressions tout terrain qui étaient plutôt le lot du début de saison jusqu'à la blessure d'Alyssa Thomas. Aujourd'hui, on a plutôt une pression sur très haut, mais sur demi ou sur 2/3 de terrain. On a un repli défensif qui commence à se faire. L'organisation de la défense et la distribution les attributions même des attaquantes adverses à chaque défenseuse. Et ensuite, on a une pression très haute, et notamment sur la porteuse de balle, avec parfois un petit peu de edge, etc., selon les opportunités, mais surtout de la communication, ce qui permet de pré-switcher quand il y a des écrans off-ball ou de suivre les mouvements sans pour autant casser le mur que la défense du Mercury essaie de mettre en face des attaques adverses. On enchaîne avec ce qui se passe pour Monique du côté de l'attaque du Mercury. Cette attaque, elle est faite notamment, vous l'avez vu, d'un jeu off-ball qui est très important et aussi d'une sorte de 4-out ou de 5-out, puisque Alyssa Thomas, qui est ici, pour être précis, là c'est Satou Sabali, et vous avez un vrai jeu qui se passe pour Alyssa Thomas dans cette zone du terrain. Donc c'est pas tout à fait un 5-out avec toutes les joueuses à l'extérieur de l'arc à 3 points, mais vous avez quand même un jeu qui est très espacé avec les lignes de drive au centre qui sont très ouvertes et un étirement de la géométrie de la défense adverse qui est maximisé, quoi. Et du coup, Monique, ce qu'elle fait souvent, donc, c'est que vous avez cette sorte de curl cut de Satou Sabali pour aller ici, puisqu'elle aime souvent prendre des pull-ups dans cette zone du terrain-là, qui est une zone clé de l'attaque du Mercury. On va le revoir avec Monique. Et là, on va voir toute la capacité de Monique de jouer à la fois des end-off avec Alyssa Thomas, mais qui se transforment assez vite finalement en pick and roll, et vous allez le voir sur cette action, notamment la qualité de passe de Monique sur cette action avec Alyssa Thomas. Donc vous avez Alyssa Thomas ici, vous avez un end-off avec écran, passe, et ensuite la finition au cercle d'Alyssa Thomas. Voilà, c'est vraiment l'action la plus classique que vous pouvez avoir du côté du Mercury, avec ce hand-off qui se transforme en pick and roll petite pour grande. On va le refaire. Donc ici, pause d'écran. Très vite, Alyssa Thomas a une capacité à split qui est terrible. Et donc là, elle transperce complètement l'écran. Mais tout simplement parce qu'en réalité, Monique, elle n'est pas à laisser seule. On le verra plus tard sur la ligne à 3 points. Donc clairement, l'intérieur du Liberty ici est obligé de rester sur Monique. Sauf que qui se retrouve
sur Alyssa Thomas, une arrière. Et là, clairement, au niveau physique, c'est très, très difficile. Donc, vous avez la percée d'Alyssa Thomas entre les joueuses du Liberty. Elle est inarrêtable dans ces situations-là, de toute façon, hein, avec ou sans la balle, hein, d'ailleurs. Hein, sa capacité à split les défenses adverses est quand même assez incroyable. Et ensuite, vous avez Monique qui va trouver la passe ici pour Alyssa Thomas. Et c'est vraiment très bien joué, très bon timing, parce qu'on était parti sur une prise à deux. Hein. Vous avez vu Sabrina Ionescu ici qui était revenue pour faire la prise à deux avec l'intérieur Jonquel Jones du Liberty sur Monique Akwamakani. Mais clairement, le temps de réaction de Monique a été très bon. Elle a trouvé une super passe et derrière, ça finit. Et en plus, vous aviez, je crois, Satou Sabali qui pouvait finir l'action si Alyssa Thomas avait besoin de faire une passe supplémentaire. Mais comme on avait vidé la raquette du Liberty avec la géométrie d'avant, personne n'a pu venir défendre sur le drive d'Alyssa Thomas. Donc, la lecture et la confiance de Monique en attaque se traduisent clairement sur cette passe, quoi. Action suivante, on a Monique qui est très loin. Donc, les actions, on aime bien les faire partir de loin du côté du Mercury. Ça permet d'espacer, vous le voyez encore, la défense. Même si ici, on a Niara Sabali, la sœur de Satou, qui veille au grain un petit peu en drop, parce que la menace Alyssa Thomas n'est pas si grande que ça, à 3 points et au shoot de loin. Vous avez Satou Sabali qui récupère la balle, et ici, le petit tir tranquille. Donc, en fait, on a un Iverson cut. On a Monique qui crée l'espace parce qu'à droite, à 3 points, y compris en pull-up, on va en reparler, et qui sert donc Satou ici. Il y a une super relation à la passe, en tout cas statistiquement, depuis le début de la saison. On va en parler avec Monique tout à l'heure. Il y a une super relation à la passe entre Monique et Satou depuis le début de la saison. Monique est la deuxième passeuse qui envoie le plus d'assists à Satou Sabali derrière Alyssa Thomas cette saison. Et clairement, sur cette action, vous voyez tout l'étirement que l'attaque du Mercury fait sur la défense du Liberty, qui n'est pas une défense mauvaise, hein, loin de là. On est sur une des meilleures défenses de la ligue, clairement. Alors, Jonquel Jones s'est blessé depuis quelques matchs, c'est dommage. C'est dommage pour ses filles, mais néanmoins, c'est vraiment une super défense. Il y a de la taille, il y a du talent. Donc, mais là, Satou, avec sa finition sur pull-up, il n'y a aucun moyen de gérer cette histoire. Ici, on a Whitcomb ou Held. Je suis désolé, je ne reconnais pas encore toutes les joueuses. Vous le savez, on est sur un podcast qui apprend la WNBA en même temps que vous. Monique est située ici, qui est une de ses zones préférentielles, soit pour aller chercher le corner, soit pour tirer à 45 degrés, ici ou là donc. Et on va dérouler cette histoire. Monique reçoit la balle. Spacing, Kelsey Plum est obligé de ne pas la laisser, mais encore une fois, le passing de Monique fonctionne très bien. On va fixer 2 défenseuses ici, et on va servir, je crois que c'est Kalea Cooper, et on va servir sous le cercle Scalon. Possession suivante, on est toujours face aux Sparks. Monique, dans ses œuvres, et là, toujours la passe, cette fois-ci renversée de l'autre côté du terrain pour Satou. Ça fonctionne encore une fois super bien, mais il faut avoir la vision, il faut connaître les déplacements de ses coéquipières. Ici, on a, dès le départ de l'action, vous allez le voir, on a ici un job qui est très bien fait avec le déplacement. Et vous avez vu, écran entre grandes off-ball, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du jeu off-ball dans l'attaque du Mercury qui est très, très précieux et surtout qui est super beau à voir parce que vous avez un mouvement continu, presque perpétuel dans cette attaque qui provoque clairement un chaos défensif. Et vous le voyez ici, sur cette action, il y a clairement un chaos qui est créé entre les 2 défenseuses des Sparks qui ne savent pas quoi faire, entre gérer la raquette, venir ici aider, et ensuite on doit contourner l'écran pour aller chercher Satou de l'autre côté, ça ne peut pas fonctionner. Mais surtout la passe, on va re-regarder cette passe de Monique Akwamakani, qui trouve une passe vraiment canon de l'autre côté du terrain, ici, et puis la lecture bien avant. Donc ça, c'est vraiment canon. Bravo Monique, ça c'est le genre de play que j'adore. Autre côté du terrain, toujours contre les Sparks qui ont vraiment souffert, elles aussi, cette saison contre le Mercury. Monique a encore une fois la balle, et puis là, on passe sur cette faculté de pull-up à 3 points. On est sur un des tout premiers pull-up à 3 points de la saison pour Monique. La WNBA n'est pas encore au courant que Monique sera une des peut-être 5 meilleures shooteuses de la ligue à 3 points cette saison. Elle a vraiment un volume et une adresse qui sont très, très importantes dans l'attaque du Mercury. De toute manière, Monique est une joueuse qui est très à droite, hein. Elle est à 100% aujourd'hui sur les lancers francs en WNBA, avec plus de 20 lancers francs depuis le début de la saison. Je crois qu'elle est à 22 ou 23, et elle a
tout mis. Elle en a encore mis 4 dans le match dernier. Donc, Monique, c'est pas du tout n'importe qui sur son shoot. Elle a clairement un shoot qui est vraiment précieux dans cette attaque du Mercury et surtout qui est très efficace parce que elle provoque aussi des lancers francs évidemment sur ses shoots, donc elle est rémunératrice quand elle shoot et puis elle les plante quoi. Elle est à droite, donc adresse plus efficacité, ça fait beaucoup de choses pour cette attaque du Mercury. Et là, clairement, c'était le tout début de la saison et vous voyez, la défense ne l'a pas respecté. Elle a pull-up tranquille. Et pourquoi elle pull-up tranquille sur cette action? C'est aussi parce que c'est pas une rookie tout à fait comme les autres, Monique. On parle quand même d'une joueuse qui a 24 ans, qui a un profil qui est déjà, mûr, qui a conscience de qui elle est sur un terrain de basket. Elle a joué avec Charnay notamment la saison dernière, avec laquelle elle a accompli de très bonnes choses, et notamment en tant que scoreuse, avec beaucoup de responsabilités offensives. Et quand vous arrivez avec cette maturité et que vous savez qui vous êtes sur un terrain de basket et ce que vous êtes capable de faire, si on vous laisse autant d'espace, vous arrosez, quoi. Il n'y a aucune raison pour Monique de ne pas prendre ce shoot. Elle n'a pas 19 ans, elle n'a pas 18 ans comme certains rookies NBA, elle n'a pas 22 ou 23 ans comme certaines rookies, elle en a déjà 23, 24 et elle a déjà joué en Ligue Pro et du coup, elle a toute la confiance du monde pour ça et c'est vraiment une des pierres angulaires de la finition du côté du Mercury et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, on revoit cette action. On voit très bien que, du coup, la défense ne la respecte pas pour l'instant, sauf que, pull-up. Et ça rentre, quoi. On va continuer sur les pull-up. Ici, sur cette action, elle récupère la balle en provenance de Lexi Held, juste là. Elle a le temps, elle voit que le close-out arrive, elle pourrait prendre le tir à 3 points. Mais Monique, au-delà d'une adresse à 3 points, c'est aussi une adresse au pull-up de manière générale, quoi. Elle a vraiment un pull-up qui est très dangereux, que ce soit en spot-up, comme ici, si elle prenait le shoot direct, ou en pull-up après X dribble. Vous l'avez vu tout à l'heure dans cette zone-là du terrain face aux Sparks, mais elle a pris un pull-up après 4 ou 5 dribbles. Il y a zéro problème. Elle a l'air d'être toujours en rythme pour shooter. Donc ici, le close-out va s'effectuer. Monique va fixer, déborder. Alyssa Thomas va lui laisser la place en tête de raquette. Pull-up, c'est dedans. On adore et on regarde. Et voilà, tout va bien. Il y avait peut-être un meilleur choix à faire avec une passe ici dans le corner pour rentabiliser un shoot un petit peu plus grand, surtout quand vous êtes à 69-68, mais ça permet quand même de mettre 3 points d'avance à Minnesota, qui est la meilleure équipe de la ligue. C'est toujours un shoot correct. À 1-12 de la fin, c'est toujours un shoot correct. Monique, cette fois-ci, face à la défense des Lynx dans un autre match, et pareil, vous avez vu, capacité de faire la différence. Là, c'est clairement, il y a un joueur du côté de la NBA qui a pris un MVP des finales, un MVP de saison régulière et un titre cette saison, qui adore ce genre d'action. Moi, je vois du Canada dans cette action de Monique. J'adore ça. Là, on est vraiment sur la création de séparation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai présenté le profil de Monique, c'est une joueur qui est puissante, qui a des appuis, qui a un haut du corps qui lui permet de faire des séparations aux épaules. Et puis, c'est aussi une joueuse qui a été responsabilisée en attaque quand elle jouait dans les ligues françaises. Donc, clairement, vous le voyez ici, la séparation, elle intervient ici. Capacité à décélérer, pull-up, ça rentre. Voilà, il n'y a pas de... On est vraiment sur une joueuse qui est en pleine possession de son talent et de son rôle à l'intérieur du Mercury, et c'est une des questions que je vais lui poser tout à l'heure, c'est à quel point elle se sent bien dans cette attaque-là, mais je veux dire, les vidéos le montrent, quoi. On est vraiment sur une joueuse qu'on voit très très à l'aise dans cette attaque du Mercury, et ça fait vraiment trop plaisir. C'est pour ça, clairement, que je voulais en parler, quoi. On continue sur cette action, ici, Alyssa Thomas au drive, et puis on va passer rapidement à Monique en spot-up. Vous voyez ici, toujours cette adresse à 3 points en spot-up, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est pareil, Alyssa Thomas, encore une fois, on a dit orchestratrice en attaque et en défense. Donc, ligne à 45 degrés, un des endroits préférés de Monique, ça rentre encore en spot-up. Ici, elle a la balle et vous allez voir ici, on passe du spot-up au post-up. Donc là, vraiment, à la cook, la défenseuse du Liberty, de manière très sale. Elle va nous faire une sorte de fade-away jumper de toute beauté. Hop là, ça c'est canon. On adore, on va le re-regarder parce que vraiment, la manière dont elle a confiance sur cette action, alors qu'on est en début de quatrième quart-temps, en tout cas milieu de premier quart-temps, pardon, pas de quatrième quart-temps, en début de premier quart-temps, c'est vraiment canon. Ici, dribble, elle amène sa défenseuse qui ne peut absolument rien faire. Je pense que c'est Sabrina Ionescu, donc elle a bien raison d'insister sur Sabrina. Ici, on va au drive, on a le timing sur le flotteur qui est très bon, on obtient la faute ensuite.
Je vous dis, le bag de Monique Akwamakani est vraiment très, très intéressant dans cette attaque du Mercury. Ici, on a une action qui est très classique du côté du Mercury. Donc, c'est un pick and roll entre petites. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça joue beaucoup off-ball, mais ça joue beaucoup aussi entre petites, etc., etc. Donc, vous avez Whitcomb qui pose un écran pour Monique. Monique va refuser l'écran et va attaquer sur Skylar Diggins, qui est ici. On parle également d'une excellente défense avec Seattle en face ici. Hein, c'est le Storm. On est toujours dans le début du match, on est dans le second quart-temps. Vous allez voir Monique sur le drive ici, va aller chercher au physique ce drive. Et pareil, vous avez Ezzy McBegor qui n'est pas suffisamment en avance pour contrer le lay-up de Monique, la finition de Monique, quel que soit l'endroit sur le terrain, la finition de Monique est d'extrêmement bonne qualité cette saison. C'est un plaisir à voir. Autant de responsabilités et autant de qualité dans la finition. Alors attention, on est quand même sur une joueuse qui n'a que, je crois, 15 ou 17% d'usage. On n'est pas non plus sur la porteuse de l'attaque du Mercury. On est juste sur une joueuse où, quand Satou Sabali et Alyssa Thomas ne peuvent pas être disponibles pour finir les actions, bah, c'est Monique derrière. C'est Monique qui prend les shoots. C'est Monique qui prend les shoots, sauf que Monique, quand elle prend les shoots, bah, ça paye quoi. Ça paye très vite pour le Mercury. Donc super, troisième, quatrième option en fonction de qui est sur le terrain du côté du Mercury pour Phoenix, parce que vraiment, c'est de très 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 bonne qualité cette finition de Monique. Les totaux sont pas extraordinaires non plus. Hein. On n'a pas non plus une joueuse qui est à 15 points. Elle est plutôt, je crois, autour des 8-9 points, mais les pourcentages sont vraiment de très bonne qualité. Là, vous avez vu encore une fois le drive de Monique qui est oui, franchement, parmi les meilleurs de cette équipe du Mercury, derrière peut-être Alyssa Thomas, qui est sans doute une des meilleures driveuses de la ligue, en tout cas sur les postes de grande, mais clairement sur les postes de petite, Monique régale. Et qui de mieux pour parler du Mercury et de Monique Akwamakani que Monique elle-même. On se retrouve tout de suite pour son interview. Monique Akwamakani dans W, c'est maintenant. Monique, bienvenue dans W. Il fait très chaud aujourd'hui à Paris. Je suppose que c'est à peu près la même à Phoenix. En effet. Ouais, la vallée de l'Arizona, ça n'a pas dû te changer beaucoup de la France et des températures françaises, voire même potentiellement ça peut être pire. En plus, la WNBA, c'est une ligue d'été, donc tu vas souffrir. Hein. Ouais, un petit peu, mais ça va. Ok, très bien. Monique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler évidemment de ton début de saison du côté du Mercury. Juste avant cette interview, j'ai fait une petite palette tactique pour voir un peu ton apport à la fois en défense et surtout en attaque du côté du Mercury. Okay. Mais je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps et qu'on commence du début. On est le 25 mars 2025. J'imagine que tu te souviens de cette date. Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Ça veut dire que ce que j'avais prévu était effectivement réel. Le Mercury fait signer un contrat pour le camp d'entraînement à une jeune joueuse dénommée Monique Akwamakani. Yes. Moi j'ai plusieurs questions à ce sujet-là, mais comment ils ont eu ton profil sur leur bureau? Déjà, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment tu te prépares à une telle opportunité? Ok. La première question, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps avec une de mes assistantes coach, justement, pour savoir comment est-ce que j'avais atterri sur leur bureau. Et en fait, ils ont un espèce de data scientist, ils appellent ça ici. Et en fait, lui, c'est un scout vraiment basé typiquement sur on va dire les chiffres, en fait. Et en fait, il va rentrer dans un tableau ou dans une base de données les stats de joueuses qui l'intéresseraient, de profils qui les intéresseraient par rapport à la vision du coach et voilà la vision collective de l'organisation. Et en fait, quand il rentre ces stats, il y a des joueuses qui apparaissent. Et en fait, c'est tout simplement comme ça que je suis apparue avec les stats qu'ils ont rentrés dans leur fichier. Et voilà. Hein. Donc, tu es en train de me dire que c'est eux qui t'ont contacté? Oui, c'est ça. Fantastique. Est-ce que tu avais pensé à la WNBA avant ça? Évidemment. On va dire que depuis que j'ai commencé le basket, à la minute où j'ai su que je pouvais en faire mon métier, déjà j'avais décidé que j'allais me donner les moyens pour. Mais quand j'ai su qu'aussi il y avait un niveau qui était encore outre que celui que j'avais imaginé, qui était donc moi à l'époque le championnat de France, c'était le plus élevé, je me suis dit ce serait aussi un objectif parce que je suis quelqu'un de nature assez compétitrice et on va dire perfectionniste aussi. Et tout le monde sait que c'est assez bon et c'est moins bon côté.
Mais pour le coup, ça a toujours été un objectif. Après, bah, vu comment ma carrière s'est déroulée, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je l'ai eu plus ou moins au devant de ma tête et des moments où je l'ai eu plus ou moins à l'arrière parce que bah, quand tu passes par la Ligue 2 pendant 1 an, 2 ans, tu te doutes bien que tu dois commencer à te dire, ok, d'abord on va se concentrer sur là, faire les choses bien là, et puis on verra comment ça s'enchaîne. Mais c'est sûr que non, j'avais pas prévu que ça arrive maintenant en fait. Donc ouais, c'était une belle surprise. Du coup, on est le 25 mars, jour où cette surprise se concrétise par un contrat. Comment tu saisis l'opportunité? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu t'apprêtes à prendre l'avion pour rejoindre Phoenix et pour rejoindre ce camp d'entraînement? Bah déjà, faut savoir que c'était pas une décision facile parce que j'étais bah, encore en saison avec Charnay et on était bien parti pour faire les playoffs et ça signifiait que dans tous les cas, j'allais devoir les laisser en cours de playoffs. Ce qui était quelque chose d'impensable pour moi à l'époque parce que Charnay, c'est le club qui m'a vu grandir, où j'ai vraiment appris énormément et j'aurais aimé pouvoir les emmener avec toutes mes coéquipières, bien sûr, le plus loin possible. Donc, la première étape, ça a été d'abord de voir avec mon staff et aussi mes coéquipières si c'était OK, en fait, pour tout le monde que je puisse partir comme ça. Et à ma grande surprise, c'était limite l'inverse. Tout le monde me poussait vers la sortie, tu vois, en me disant, mais Monique, quelle question, enfin, c'est une opportunité de fou, faut que tu y ailles, etc. Donc, derrière, en fait, le choix était très, très facile, on va dire. Je me suis dit, si eux ne me mettent pas de frein, je vois pas pourquoi je m'en mettrais moi-même. Donc, bah, autant saisir cette opportunité, même si je m'y attendais pas et que, bah, bien évidemment, elle était la bienvenue, quoi. Donc, voilà. Et derrière, tu convaincs le Mercury. Alors, histoire fantastique, le truc des coéquipières et du staff, mais je suis pas vraiment surpris parce que on est quand même dans un sport collectif où les individus à l'intérieur du collectif sont toujours, disons, choyés. C'est-à-dire que tu portes cette équipe de Charnay, notamment en attaque. Je me suis un peu renseigné, j'ai regardé certaines de tes highlights, etc. avec cette équipe. Ah, purée, Et ça bug un peu. non, mais t'inquiète, je disais pas grand-chose d'intéressant. Non, je disais, est-ce que tu m'entends toujours? Là, je t'entends, je t'entends. Ok, super. Et donc, je disais, avec cette équipe de Charnay, tu avais effectivement des performances de haut niveau, de très haut niveau, et particulièrement en attaque. Mm. Mais je suis pas surpris que tes coéquipières et que ton staff te laissent, entre guillemets, partir, ou même t'encouragent à le faire, parce que je pense que c'est aussi la nature des clubs, quand ils ont un potentiel sur le terrain ou dans leur équipe, que de le laisser s'épanouir ailleurs et de le suivre ensuite. Et j'imagine même que tu as encore des contacts avec ton ancien coaching staff et tes anciennes coéquipières, évidemment, et que tu as dû suivre ce qui se passait en playoff. Mais ce que tu as réussi à faire du côté du Mercury, c'est que tu as réussi à les convaincre pendant ce camp d'été. Et ça rejoint ce que tu disais sur le côté ambitieux, compétitrice. Évidemment que quand tu as été là-bas, tu savais très bien que l'objectif, c'était de choper un contrat et de te rendre visible toute une saison en WNBA. Mais comment ça se déroule? Quelle est ta relation avec le coaching staff pendant le training camp? Et surtout, au moment où tu signes le contrat pour la saison WNBA, est-ce que tu sais quel va être ton rôle? Est-ce que tu en as déjà discuté avec Nate Tibbetts, le head coach? Comment ça se déroule? Ouais, alors, il y a plusieurs points. Pour commencer, donc oui, il y a la partie je suis très compétitrice et quand je suis arrivée ici, bien sûr que la belle histoire, ce serait que je vous dise oui, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un spot, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. La vérité, c'est qu'en venant ici, je me suis dit, Monique, c'est une opportunité que tu n'attendais pas tout de suite. En fait, j'ai ce truc-là parfois, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quand j'ai pas prévu quelque chose, tout de suite, j'ai beaucoup moins de pression vis-à-vis de cette chose-là parce que je l'ai pas programmé et j'ai pas d'attente en fait. Donc en fait, par rapport à cette expérience, j'avais pas d'attente particulière. Bien sûr que je me disais si je suis prise, ce serait vraiment le Graal, la cerise sur le gâteau. Mais quand je suis venue ici, je me suis dit, Monique, dans tous les cas, tu vas apprendre et ça serait une expérience de fou. Donc vraiment, je suis arrivée ici en me disant, ils m'ont contacté pour une bonne raison avec, on va dire, des objectifs précis. J'ai juste à rester dans cette identité-là, à rester moi-même. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant mieux aussi parce que j'aurais appris dans tous les cas et j'aurais goûté à quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, avant que je signe mon contrat, honnêtement, ça n'a jamais vraiment été, on va dire, dit directement. Oui, Monique, tu vas être dans le 5, dans le starting 5, des trucs comme ça. Donc, on va dire que, parce que ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais
en fait, à l'entraînement, il y a deux équipes, l'équipe des noirs et l'équipe des maillots, donc des violets. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, d'un côté, il y avait le starter et d'un autre côté, il y avait la second unit, comme ils appellent ça ici. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je m'entraînais, moi, j'étais souvent avec l'équipe des starters. Et le coach venait souvent me voir en me disant, voilà, Monique, aujourd'hui, tu vas prendre des pics, voilà, trouve tes petites passes. Enfin, tu sais, tu voyais qu'il essayait de me mettre dans un rôle de meneuse, qui, cela dit, était très nouveau quand même pour moi parce que ce n'est que cette année à Charnay que j'ai découvert le rôle de meneuse, mais avec lequel j'ai eu quand même des facilités parce que poste 2, 3, c'est pas très loin en vrai. Et donc, ouais, en fait, graduellement, j'ai compris que bah, potentiellement, j'allais faire partie du 5 majeur, mais de toi à moi, ça n'a jamais vraiment été un truc de fou pour moi, le 5 majeur. Sortie de banc ou 5 majeur, j'ai toujours considéré ça comme quand tu rentres, le plus important, c'est que ce soit un plus pour l'équipe et pas un moins. Tu vois, donc on va dire que c'est devenu une fierté parce que ici, j'ai compris que ça avait beaucoup d'importance pour les gens, mais au fond de moi, c'était pas, enfin, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à comprendre le truc des équipes. Ça a jamais été vraiment l'objectif numéro un, quoi, tu vois. Donc ouais, on va dire que c'est par ça que c'est traduit, on va dire, les attentes du coach vis-à-vis de moi et aussi, bah, du coup, sa confiance. Mais quoi qu'il en soit, je m'attendais pas à jouer 20 minutes de moyenne. Je crois que c'est à ça que je tourne actuellement. Oui, c'est ça, ouais. Et ouais, non, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Ça, c'est clair. Non, non, c'est une super histoire. C'est une super histoire. Et ce que j'aimerais savoir et qu'on discute un petit peu plus, parce que tu as dit que Tibet t'avait donné des billes un peu, des choses à travailler à l'entraînement, etc. Est-ce que, est-ce que tu as senti qu'il connaissait tes qualités? Alors évidemment, parce que la data, le scout data lui a donné ta capacité notamment à être très à droite. Mhm. Est-ce que tu as senti qu'il voulait te responsabiliser sur certaines zones de jeu, sur certains types d'actions, etc., dès le training camp? Honnêtement, oui, mais c'était justement dans ma capacité à pouvoir trouver des petites passes, en fait. Notamment pour Haiti dans les pick and roll. Et après aussi ma capacité à pouvoir passer des deux mains. Enfin, ma capacité à lire le jeu, en fait. C'était plus ça qui Hmm. à ce moment-là. Ce que j'ai compris après par la suite, parce qu'en fait, on va dire dans son placard de joueuses, il avait quand même pas mal de joueuses capables de scorer. Et donc, il avait peut-être besoin de quelqu'un qui allait créer et allait être capable de lire le jeu. Et je pense que c'est ce rôle-là que moi, il a voulu que je joue dès le départ. Parce que, bah, en fait, je pense que quand tu regardes mes stats, au-delà du scoring en France, c'est ma capacité à faire jouer les autres aussi, qui Absolument. est vraiment visible. Et c'est vraiment sur ça que lui, il a voulu mettre l'accent. Plus, bien évidemment, la défense. Et voilà. Mais tu es très haut placé dans les statistiques avancées à la passe, tu es très haut placé dans la ligue, tu es dans les 30% les mieux placés de la ligue aux statistiques à la passe. On parle des statistiques en pourcentage. C'est Ok. pas une histoire de volume, mais c'est un pourcentage sur ton usage et sur ce que tu fais de la balle. Donc, effectivement, il a raison, tu as une vraie radiance dans l'attaque du Mercury et pas forcément qu'une manière d'irradier le jeu par ton scoring et par ton adresse et par ton efficacité, mais aussi en relais, tu le disais, d'Alissa Thomas. Et c'est une chose qu'on a regardé notamment sur la palette tactique. Déjà, tu as une liaison avec Alissa qui est effectivement bien réelle et bien construite. Mhm. Tu as aussi une liaison par séquence avec Satou et avec tout le reste des joueuses. Mais avant qu'on passe à ça, moi, je voudrais qu'on discute du moment Welcome to the W. Tu sais, en NBA, on demande souvent aux joueurs, c'est quoi ton moment où, en tant que rookie, tu as eu un moment où Welcome, tu vois, tu as eu un vétéran qui t'a mis un peu dessus, tu vois, qui a essayé de t'impressionner un peu, etc. Est-ce que tu as vécu ce genre de moment dans la ligue depuis bah, les 15-16 matchs du début de saison, quoi? Bah, je dirais que c'était mon premier match. Bah, c'était pas début de saison, malheureusement. C'était notre premier match amical contre Las Vegas. Et je me souviens que j'étais à 45 degrés, je dépasse mon défenseur. Et je m'en vais croyant que j'allais pouvoir poser mon lay-up tranquillement. Et puis Adja Wilson, elle arrive, dégage de là, pas aujourd'hui. Et je me suis dit, ouais, non, Monique, il va falloir être un peu plus dur. Parce que j'avais pas anticipé en fait qu'elle allait arriver aussi vite. Et sinon, j'aurais Mhm. l'auteur ou quelque chose. Mais ouais, je pense que c'était celui-là mon petit moment Welcome to the League. Ça va, t'as digéré. Ouais. De toute manière, à ce niveau de compétition, on digère vite les choses, hein, sinon on est vite paumé, quoi.
On va revenir sur tes titularisations. Du coup, 15 ou 16 matchs, je crois, joués pour Phoenix depuis le début de la saison. 16 ans. Vous... 14? Non, 16. 16, 16, 16. 16, ouais, c'est ça, 16. Vous avez joué du coup cette nuit pour nous et hier pour vous, je crois. Vous êtes une des meilleures équipes de la ligue. Vous êtes un des meilleurs net rating, le 4e. Vous êtes le 2e meilleur bilan devant le Liberty et le Dream qui sont côte à côte et juste derrière les Lynx. Comment tu vis dans ce collectif qui tourne très bien des deux côtés du terrain? Comment tu te sens dans la synergie de cette équipe? Parce que vraiment, le Mercury est une équipe qui dégage beaucoup d'aura, de synergie et vraiment que ça fonctionne bien. Juste, c'est vraiment une équipe qui fonctionne bien des deux côtés du terrain. Comment tu te sens dans cet effectif à peine quelques mois après avoir disputé ton premier match WNBA? Honnêtement, je me sens bien. Je me sens très très bien et je pense que c'est dû au fait que déjà la vision des coachs, elle a été très bien assimilée par les joueuses et transmise le coaching staff du coup. Vraiment, il y a une histoire de... On parle souvent du fait qu'il y a une histoire de statut en WNBA, ce que j'ai découvert et qui est vrai et réel. Et en fait, c'est juste savoir que oui, tu as un rôle en fait précis, tu vois, et accepter ce rôle-là, ne pas vouloir trop en faire, parce que bien évidemment, celles qui ont des rôles beaucoup plus importants, tu te doutes bien qu'elles ont fait du chemin avant d'arriver jusque-là. Donc c'est accepter que tu as un rôle précis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire autre chose, ça ne veut pas dire que tu es diminué en tant que player, ça veut juste dire que on a besoin de toi dans ce domaine-là aujourd'hui. Donc tu donnes ton 100% dedans d'abord et ensuite derrière, ce que tu peux profiter pour pouvoir rajouter en plus, tu le rajoutes. Donc c'est vraiment dans ce truc-là et notamment, je pense que le fait que les coachs, je pense que tu as dû le remarquer, notre effectif, il tourne beaucoup. Tu vois, c'est pas... Je pense qu'il y a des équipes, par exemple, qui font énormément jouer leur star, on va dire. Et en fait, quand ils passent par la phase que nous, par exemple, on a traversée au début, on avait pas mal de blessés, et bah ça devient compliqué, comme notamment le Liberty, etc. Et nous, en fait, quand on a traversé cette phase-là, parce qu'on avait eu l'habitude de jouer un peu plus, d'être sur le terrain, mais en fait, on n'a pas eu peur. Tu vois, on a quand même si on a perdu des matchs, on a quand même joué, on a quand même su se développer. Et je pense que c'est l'une des forces du staff, c'est qu'ils ont trouvé on va dire, cette manière de bien faire tourner l'équipe, en fait. Tu vois, tout en donnant aux stars ce dont elles ont besoin, qui est de jouer. Et après, en donnant quand même aussi aux autres la capacité de pouvoir s'exprimer. Donc, franchement, ça, c'est vraiment ça qui donne l'équilibre, je pense. Et après, on a des très bons leaders aussi, honnêtement. Alyssa Thomas, Kalia Cooper et Satou Sabali. Sur le terrain, on voit la qualité de leader qu'elles sont parce que elles y vont. Attaque, défense, elles sont présentes. Et après, ouais, même dans la vie de groupe, on va dire, de tous les jours, c'est des personnes qui vraiment, comme ils disent, pour into the group, you know. Et même, j'allais oublier Sammy Whitcomb, qui est un excellent leader aussi, vocal, et par la présence, qui rajoute vraiment une énergie Ah supplémentaire. oui, absolument, ouais. Ouais, et franchement, c'est que des petits détails, mais qui font que un groupe, il vit bien et que chacun accepte sa place et son rôle dans l'équipe. Et après, voilà, quoi, feu. Bah justement, j'allais y venir à Alyssa Thomas et Satou Sabali particulièrement parce que Kalea Cooper n'a pas assez joué pour qu'on s'intéresse vraiment à son, enfin en tout cas à ce stade de la saison, à Ouais. son apport. On en rediscutera si tu acceptes de revenir un jour dans ce podcast. Mais je voudrais qu'on discute de Alyssa Thomas et Satou Sabali. D'abord, Alyssa Thomas, tu évolues donc avec ces deux superstars à côté de toi et à côté de tes camarades. Alyssa Thomas, c'est la dépositaire du jeu du Mercury, clairement des deux côtés du terrain. Je pense que c'est votre capitaine en défense et c'est votre capitaine en attaque. C'est celle qui, tu parlais tout à l'heure de ton apport à la création, mais tu es à l'instant T au Mercury la créatrice numéro 2 derrière Alyssa Thomas, Mhm. euh, en tout cas pour les autres. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu tires de jouer avec Alyssa Thomas aujourd'hui là en 16 matchs? Est-ce que tu sens que ça a une empreinte déjà sur ton jeu et sur ta progression de joueuse? Oui, mais dans des aspects différents. Euh, L'un des aspects que moi aujourd'hui j'ai développé, c'est ma capacité à poser des écrans. C'est déjà quelque chose que je trouvais important parce qu'en tant que preneuse d'écran en Europe beaucoup, j'ai conscience de à quel point quand un écran est bien posé, en fait ça te donne la possibilité derrière de créer. Donc déjà en France, j'avais la capacité à poser des bons écrans pour les intérieurs, mais en fait ici j'ai compris que parmi les extérieurs, j'étais vraiment celle qui faisait partie des meilleures poseuses d'écran et c'est pour ça qu'ils nous utilisaient beaucoup
toutes les deux dans ça. Donc cette capacité-là à poser des écrans et après elle, sa capacité à simplement pouvoir voir en fait. Parce que c'est pas comme si en fait c'était une poste 4 lente qui prenait son temps pour regarder. En fait, elle court. Elle court et en fait c'est à nous de suivre limite, tu vois. C'est à nous de suivre et derrière elle va trouver la passe, la personne libre. Donc bien sûr que c'est pas toujours la meilleure option, mais c'est quelqu'un qui est libre, tu vois. Donc franchement c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'était nouveau parce que des postes 4 comme ça, j'en ai jamais connu, honnêtement. Elle a énormément la balle entre les mains. Ce que pareil, j'avais pas l'habitude du tout parce que nous en Europe, on a l'habitude que ce soit les meneuses qui ont la balle entre les mains, les postes 2, des choses comme ça. Donc vraiment ouvrir on va dire mon intelligence dans le fait de OK, il n'y a pas que les meneuses qui sont capables de créer, il y a aussi elles. Et donc, en fait, du coup, me rendre disponible autour de ça. Maintenant, je commence à prendre de plus en plus à jouer sans ballon, tu vois, couper, faire des coupes parce qu'elle a souvent la balle dans le poste. Me montrer disponible à 3 points, notamment après mes pics. Et enfin, derrière, dès que je pop, souvent, elle attire beaucoup la défense. Donc, non, franchement, j'apprends beaucoup en la regardant, mais en fait, ça a un impact sur mon jeu, ma manière de jouer à moi, en fait. Donc, j'apprends pas directement de... Parce qu'on joue pas le même poste, en fait, tu vois. Donc, en même temps, c'est quand même différent. Ouais, c'est différent, mais effectivement, sur la création, la vision et ce que toi, ça t'oblige à faire, il y a forcément une bascule des compétences et tes compétences sont utilisées différemment qu'elles ne l'étaient à Charnay, dans la mesure où tu n'es pas la porteuse de balle primaire ni la créatrice primaire, mais par contre, effectivement, c'est tout simplement le jeu d'Alissa resplendit sur l'ensemble de l'équipe. Mhm. Et clairement, j'en discutais sur l'analyse tactique juste avant cette interview, mais il y a une dimension de beaucoup de jeux off-ball du côté du Mercury. Et on demande notamment aux petites de poser beaucoup donc aux guards et à votre poste 3 de poser beaucoup d'écrans pour les grandes, etc. Il y a des pick and roll inversés. On est vraiment sur un jeu super moderne. Et c'est aussi un jeu qui facilite ton entente avec la deuxième star de l'équipe qui est Satou Sabali. Mhm. Et on a une entente que je trouve peut-être moins systémique. Tu sais, il y a vraiment un truc entre Alyssa Thomas qui relève presque du dessin de Nate Tibbetts et des coachs. Mhm. Mais il y a un truc avec Satou où par séquence, vous allez particulièrement vous trouver. Mhm. Comment tu définirais ta relation avec Satou sur le terrain et même en dehors du terrain si tu veux discuter du vestiaire, etc. quoi. Bah, déjà, Sato, si je dois parler en tant que joueuse, honnêtement, je trouve qu'elle se donne énormément sur le terrain. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui compte ses efforts. La manière dont elle va au rebond à chaque fois, offensivement ou défensivement, la manière dont elle est agressive. Enfin, elle a vraiment peur de personne. Genre, c'est quelqu'un, tu sais que tu peux aller à la guerre avec elle. Et clairement, je suis aussi dans cette mentalité-là. Donc, alors, bien sûr, un peu plus discrète, mais je pense que c'est ça qui a favorisé aussi le fait qu'on ait quand même cette accroche-là. Parce que, pareil, aussi, en dehors du terrain, on s'entend très bien. Maintenant, sur le terrain, la manière dont elle et moi on arrive à se trouver, je pense que c'est simple en fait. Satou, pour moi, elle sait tout faire. Donc, à la minute où je vois que ce soit un mismatch, que je la vois seule en transition, je vais lâcher la balle parce que je sais que c'est soit un tir ouvert. Et honnêtement, j'ai confiance en sa capacité à créer, à scorer. Donc, on sait tous qu'on a des bons et des mauvais jours. Mais vraiment, je ne lui en tiendrai jamais rigueur parce que ce qu'elle a fait jusque là pendant que Eti a eu son moment où elle n'était pas là, Cooper aussi a eu son moment où elle n'était pas là. C'était tout simplement incroyable pour moi, tu vois. Et malgré tout, j'arrive dans un milieu où on joue énormément et c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et de voir à quel point, à chaque match, vraiment, elle était capable de donner autant, je me suis dit, ah ouais, Monique, là c'est quelque chose de spécial, tu vois. Donc ouais, je pense que elle force l'admiration et c'est par l'admiration que j'ai pour elle aussi que bah, naturellement je vais la chercher sur le terrain et voilà. C'est intéressant parce que effectivement, du coup, tu as un rôle qui est moins premier, mais Mhm. qui est essentiel. Je vais rappeler qu'une statistique qui est pour moi hyper parlante, c'est que tu fais partie des 7% des joueuses les plus à droite de la ligue et particulièrement à 3 points. Et il y a une autre statistique qui est incroyable et j'espère que tu la connais, c'est que tu n'as pas raté un seul lancer franc depuis le début de la saison, Monica. Elle me l'a dit hier, on a notre responsable en communication. À la fin du match, elle est venue me voir. Donc j'avais une petite séance de muscu et elle me dit Monique, il y a un petit record que tu sais pas, Ouais. je te donne. En gros, c'est la rookie qui est sur la plus longue série, je crois, de lancers francs sans rater pour commencer sa carrière. Et donc, bah, je savais pas que c'était un record déjà. Donc, j'ai dit, ah, pas mal, j'aime bien. Pas mal. Ouais,
Pas mal pour une rookie non draftée, c'est pas Ouais, mal, hein. non, Non, c'est franchement très impressionnant de te voir aussi à droite sur le terrain. Alors effectivement, tu es très bien servi par Alissa Thomas et par Satou Sabali, mais ce que je te disais aussi un peu en off, c'est qu'il y a une confiance qui émane de ton jeu, qu'on voit sur le terrain de ta part, qui est vraiment à la fois inspirante et aussi qui nous donne beaucoup de confiance sur ton évolution au fil de la saison, parce qu'encore une fois, on est au premier tiers de la saison, hein. Il reste encore quasiment 30 matchs. Donc, exact. donc, il va falloir continuer de jouer comme ça, Monique. Mais pour l'instant, vraiment, tu régales. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, est-ce que tu as su très vite que tu allais être à droite et que tu allais pouvoir autant prendre les pull-ups, autant prendre les spot-up, et même parfois, on te voit, tu as glissé un post-up en fade-away jumper sur, sur Sabrina Ionescu. Je te vois sourire, donc je pense que tu t'en souviens. Mais moi, je voudrais savoir, quand tu sais que tu prends ces shoots-là, est-ce que tu les prends avec la même confiance que le charnet ou est-ce que tu te dis peut-être que j'aurais dû passer la balle à quelqu'un? Je pense que je connais la réponse. Euh, Honnêtement, pour commencer, comme je t'ai dit, moi, je m'attendais pas à être dans ce rôle-là. Tu vois, genre, moi, pour moi, ce que je ressentais du coach, c'est qu'il voulait que je crée, il voulait que je pose des écrans, que je trouve des petites passes. Et en fait, on va dire, j'aime souvent dire ça, moi, je suis quelqu'un, j'ai un jeu qui aime servir l'équipe. Parce que j'aime beaucoup trop gagner, en fait, pour penser juste à mes stats. Donc, je pense que, et c'est souvent ça enfin, c'est cette mentalité-là, je pense, moi, qui m'a amené jusque-là, c'est le fait que, en fait, je trouve qu'au travers de servir l'équipe, souvent après, le jeu vient à toi naturellement, sans forcer. Et en fait, je pense que tous ces tirs ouverts que j'ai pris, ou même parfois contestés, ils étaient juste dans un rythme, en fait, parce que j'étais pas en train de réfléchir, ah, il faut que je marque, ah, il faut que, je suis en train de défendre, oh, on est en train d'attaquer, boum, je cours en attaque, je reçois la balle, je réfléchis pas, tu vois, et c'est ça, en fait, c'est juste jouer libéré et sachant que bah, j'ai des missions précises, être concentré sur ça d'abord. Et après, ce qui vient, comme je t'ai dit, bah, je le prends, tu vois. Mais quand bien même, j'avais pas imaginé que je ferais un début de saison comme celui-ci en termes d'adresse. Mais bon, en vrai, pareil, acharné, j'avais pas imaginé un début de saison pareil aussi. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que comme on aime me le rappeler, c'est juste le travail au fur Oui. des années qui juste bah, se transcrit là maintenant sur le terrain. Mais non, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Non, non, je peux pas dire ça. Ben, c'est intéressant parce que le fait de ne pas le prévoir, mais d'y arriver 2 années consécutives dans des contextes différents, moi, ça me donne l'impression de quelqu'un qui a des compétences, qui sait très bien s'en servir et disons, les synthétiser dans des contextes différents. Et comme tu l'as dit, certes, tu es une rookie en WNBA, mais tu es quand même une rookie qui a un certain bagage et qui a accompli des choses avec ses équipes précédemment. Donc, tu n'es pas tout à fait une rookie ordinaire qui sort de, par exemple, 2 ans en NCAA ou beaucoup plus jeune, tu vois, comme pourrait l'être Carla Leight, par exemple, notre consoeur française. Moi, du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que il y a vraiment dans ta manière de prendre des shoots, une confiance. Et moi, j'aimerais savoir si la petite fille que tu étais quand tu as commencé à t'intéresser au basket était déjà confiante de cette façon-là. Ou est-ce que c'est venu avec du coaching, de l'expérience, etc. Ah, ok. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'expérience qui est venue. Je suis quelqu'un qui a toujours eu confiance en moi à l'entraînement. Je dirais que c'était plutôt ça, moi, ma force, parce que j'ai jamais triché à l'entraînement. Je suis toujours donné à fond. Et on m'a même parfois accusé de trop en faire. Euh, mais on va dire que là, vraiment, le passage à être ultra performante à l'entraînement et le retranscrire en match, ça s'est vraiment fait au cours de mes années à Charnay, notamment. Parce que j'ai eu beaucoup de trucs à travailler en fait. C'est là que j'ai commencé la préparation mentale, qui, soit dit en passant, à tous ceux qui regarderont ce podcast, est très très important pour les athlètes parce que bah, je l'ignorais et je l'ai compris en fait à Charnay. Et je me souviens que c'est mon coach, en fait, une année comme ça, donc c'était la saison dernière, pas cette saison à Charnay. Il me voit faire une prépa de malade comme d'habitude, Monique au top du top. Et puis la saison commence, parce que ça faisait déjà un an que j'étais acharnée, donc là c'était ma deuxième année. Et la saison commence, et premier match, pas un bon match. Deuxième match, pas un bon match. Et en fait, il en a ras-le-bol. Parce que l'année d'avant, déjà, il voyait mes capacités, il voyait de quoi j'étais capable, mais il avait l'impression que je me limitais moi-même. Et en fait, c'est vrai que
Avec le temps, j'ai compris que j'avais ce truc-là, moi qui avait quelque part peur de me voir réussir en fait. Tu vois, j'avais peur, tellement peur de l'échec que bah, la réussite m'effrayait aussi. Donc j'ai dû travailler ça beaucoup la saison dernière et du coup cette année aussi. Et c'est ça qui m'a permis que en fait tout le travail que j'ai pu mettre toutes ces années, bah en fait après un claquement de doigts, on va dire que j'ai eu le déclic. Mais en fait c'est le travail était déjà dedans, tu vois. C'est juste dans la tête se dire ok Monique, c'est comme en fait c'est comme l'entraînement, c'est la même chose. Tu vas rater des tirs, tu vas faire des erreurs, mais c'est ça aussi qui va te permettre de grandir et d'avancer. Donc accepte juste ce chemin-là. Et voilà, je dirais que c'est comme ça qu'est venue ma confiance. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience, comme tu as dit, avec le fait que j'ai joué en Europe dans plusieurs niveaux déjà. Et puis bah, après, j'ai eu des rôles différents aussi au fil des années. Aujourd'hui, je sais de ce dans quoi je suis très forte, je sais dans quoi je suis moins forte, et je sais sur quoi me reposer surtout. Donc ici, on me demandait deux choses, tu vois, de défendre et de faire jouer les autres. Donc j'ai pu me concentrer sur ça. Et après, derrière, comme j'ai été habituée à faire beaucoup plus de choses, bah, les autres, ça vient naturellement parce que bah, c'est déjà ancré, quoi. Donc voilà. Oui, je comprends tout à fait. Et du coup, ma question suivante, elle est très simple. C'est est-ce que c'est quelque chose que vous discutez entre vous justement parce que vous êtes une équipe où il y a effectivement quelque chose de très statutaire chez les stars. Donc vous avez Alyssa Thomas qui est très installée dans la ligue, qui est candidate MVP, qui est multiple All-Star, etc., championne. Vous avez Satou Sabali, vous avez Kalia Cooper, etc., qui est une ancienne de Phoenix et qui est là depuis, je pense que c'est la joueuse qui est là depuis le plus longtemps au Mercury dans votre effectif aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez collectivement? Pardon? C'est ta deuxième année à Kalia. Oui, mais du coup, est-ce que tout l'effectif n'a pas changé? Ah, si, C'est une ah, bonne question, il tu y a vois. Mac et elle, en fait. Ouais, il y a Ouais, Mac. voilà, c'est ça, exactement, ouais, exactement. Et Très du bien. coup, ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez collectivement ou même d'individu à individu? Tu vois, j'imagine peut-être Alyssa Thomas venir te dire, prends confiance, prends les tirs, Nate Tibbetts aussi, et qui te permettent bah, de temps en temps de faire des matchs à plus de 10 points, 12 points, tu as même fait un carton à 20 points. Mhm. Euh, comment tu analyserais cette situation dans le contexte actuel du côté du Mercury? Bah, je dirais que dans mon cas, moi, ça s'est pas tellement transcrit à l'entraînement parce que bah, à l'entraînement, en fait, c'est l'entraînement, tu vois. Tout le monde va forcément être beaucoup plus relax, tu vas prendre plus tes tirs, tu vas moins réfléchir. Moi, ça s'est plus transcrit en match et notamment dans les premiers matchs où carrément une fois, c'était mon coach, je l'entendais du banc me dire: «Mais Monique, tire!» parce que le tout premier match, les défenses, elles me connaissent pas, tu vois. Bien évidemment, je suis rookie, je viens d'arriver et je crois que la fille, elle m'attendait, tête de raquette parce qu'elles étaient 2 sur Alisha, tu vois? Et Ouais, j'ai ouais, j'ai montré la vidéo dans la palette tactique. C'est incroyable. Ton même eu, premier shoot, tu le prends à 3 points après 7 dribbles. Personne ne monte sur toi, donc tu finis par prendre le shoot et ça rentre. Ouais, ouais. j'ai montré la vidéo dans la palette tactique juste avant. C'est rigolo. Donc ouais, et pareil, Alisha, une fois, elle m'avait dit ça, elle m'avait fait une passe. Elle me dit, mais moi, au tir, genre, en fait, parce que c'est ça, si elle te fait la passe, c'est parce qu'elle a confiance en toi, en fait, c'est ça. Et ça se ressent, tu vois, parce que ce genre de joueuse-là, elle va pas te faire la passe si elle croit pas en toi, en fait, tout simplement. Donc, non, on se le dit pas tant par la parole aux entraînements ou quoi que ce soit, mais c'est dans le match, en fait, quand c'est efficient, quand c'était le bon choix à faire, tu vas avoir quelqu'un qui va venir te dire, là, t'aurais dû faire ça, là, t'aurais dû faire ça. Et c'est vraiment des super feedbacks, en fait, au final, tout simplement. Alors, les playoffs arrivent en ligne de mire. Vous êtes une des meilleures équipes de la saison. Ce serait difficile de dire que vous n'allez pas les faire. Ouais, exactement. On croise les doigts pour vous toutes. Toi, tu te préfigures comment vis-à-vis de cette post-season, vis-à-vis de tes responsabilités dans l'équipe? Quels sont tes objectifs personnels? Honnêtement, mes objectifs personnels sont de continuer à faire ce que je fais, tout simplement parce que ici, encore une fois, je suis encore dans un rôle où je dois grandir et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aller le plus loin possible parce qu'au plus on va jouer de matchs, au plus je vais pouvoir prendre de l'expérience. Donc pour ça, c'est rester dans le rôle de servant, on va dire servant leader, comme on peut enfin c'est comme ça que moi j'aime appeler ça. Tout simplement mettre mes qualités au service du collectif. Défensivement, continuer d'être une des meilleures défenseurs de la ligue, en tout cas au poste d'arrière. Après, offensivement, continuer de poser des bons écrans dans les détails, en fait. Même pareil, aujourd'hui, je commence à vraiment faire des vrais box-out parce que, bah, en tant que meneuse, t'es pas souvent, en fait, axée sur le rebond, plus sur le repli. Mais aujourd'hui, j'ai compris que dans tous les cas, faut que je sois capable d'apporter même du plus petit truc, en fait. Donc, c'est vraiment essayer de progresser sur chacun de ces petits détails-là
pour que à la fin, je puisse être la plus incisive possible à chaque fois que je rentre sur le terrain, en fait, tout simplement. Alors, la WNBA a communiqué là sur l'ouverture de 3 nouvelles franchises et donc un agrandissement de la ligue sur les saisons qui arrivent. On va donc avoir une sorte d'input de 80, 100, 150 nouvelles joueuses dans cette ligue-là. Ouais. Il me semble que tu as signé un contrat pour jouer à Bourges la saison prochaine, si je ne me trompe pas. Yes. J'espère que je dévoile rien, mais il me semble que ça a été communiqué. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est très simple, c'est la dernière question de l'interview, Monique, mais je voudrais savoir si tu gardes la WNBA en ligne de mire, si c'est ton objectif à moyen et à long terme, et si on aura le plaisir de te revoir sous une tunique de WNBA dans le futur. Si ça ne tenait qu'à moi, je te dirais que oui, bien sûr. Mais comme tout, pour moi, c'est une question d'opportunité, encore une fois. Et tu peux jamais savoir, en tout cas, à part si tu es Alyssa Thomas et que tu es déjà installé dans la ligue, si tu vas avoir cette opportunité de se voir renouveler. Si c'est le cas, bien sûr que ce sera avec un immense honneur que je reviendrai jouer en W. Mais si ce n'est pas le cas, moi, mon objectif, c'est aujourd'hui de continuer à gagner, en fait, de commencer à gagner plutôt des titres. Et c'est aussi pour ça que je suis allée à Bourges, parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe de renommée en France. Et ouais, tout simplement pouvoir aussi goûter à cet ADN-là de la gagne, parce que je viens quand même d'un centre de formation de l'Asvel qui gagnait, que j'ai connu beaucoup de victoires dans ma jeunesse. Et après, quand je suis passée en pro, bien évidemment, ça devient plus difficile. Donc voilà, mais c'est toujours quelque chose qui est en moi et c'est toujours quelque chose que je vais rechercher, que ce soit en W, que ce soit en Europe. Donc aussi longtemps que je pourrais gagner, que ce soit en Europe et aussi en W, écoute, je m'en donnerai l'opportunité et les moyens. Super, Monique. Toute dernière question avant de te laisser continuer ta journée du côté de Phoenix. Le surnom Momoni, il vient d'où? Alors, attends, d'où il vient? Je crois que la première fois, c'est mes coéquipières. Parce que les premiers matchs que je fais, je crois que c'est des paniers clutch à chaque fois que je mets. En fait, il y a une musique qui était sortie à l'époque. Bon, je la connais pas bien, mais il y a des lyrics à un moment donné où il dit more money, more problem. Tu vois? Et en fait, elles ont juste commencé à dire more money, more problem. Tu vois? En mode Monique, c'est un problème sur le terrain, tu vois? Et donc, c'est parti de là. Et après, tout le monde a commencé à le dire parce que, bien évidemment, c'est filmé, tu vois, nos petits after game, tout ça, dans les vestiaires. Et maintenant, c'est devenu mon surnom. Jusqu'à maintenant, quand je marque, t'entends le petit cash money, tu sais, quand. Et vraiment, c'est marrant. C'est vraiment marrant, mais ça me représente plutôt bien. J'aime bien ce genre de petits trucs. Donc, vraiment, c'est cool. Merci beaucoup, Monique. C'était un vrai plaisir cette interview avec toi. Merci. Je te souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Et puis à très bientôt, on ne sait jamais. À très bientôt. Merci. À plus, Monique. Ciao. À toi. Ciao, ciao.